Si vous êtes fan de Disney, vous n'avez pas pu vous empêcher de remarquer que leurs films étaient souvent propres, lisses et innocents. Mais est-ce que vous saviez que cette image a été façonnée en grande partie par le code de production cinématographique, aussi appelé le code ICE? Dans les années 1930, les conservateurs et groupes religieux ont mis la pression sur Hollywood et ont poussé à la création de ce code pour un petit peu réglementer tout ce qui se passait à Hollywood. Le code imposait des règles strictes sur ce qui pouvait ou surtout ce qui ne pouvait pas être montré à l'écran, comme par exemple les scènes de violence, de sexe ou encore les dialogues vulgaires. Et même si le code a pris fin en 1968, ses effets continuent encore aujourd'hui d'être ressentis sur l'industrie, notamment chez Disney qui fait toujours en sorte d'édulcorer au maximum ses films, tout ça pour plaire à un public plus familial. Un peu gluant, mais appétissant. Bon, c'est la phrase détestée par tous les profs de philo, mais en l'occurrence, c'est assez vrai. Depuis toujours, la censure a été utilisée pour contrôler les informations et les idées diffusées dans les médias. Des empereurs romains aux dictateurs modernes, la censure a souvent été utilisée pour maintenir le pouvoir en limitant la liberté d'expression. Et ça, on en a déjà parlé dans ma dernière vidéo sur comment John Wayne a failli se faire assassiner par Staline, donc si vous l'avez pas vu, foncez la voir. Et pour comprendre pourquoi on a essayé de censurer les films pendant presque 40 ans, il faut remonter dans les années 30. À cette époque, les États-Unis sortent tout juste de la Grande Dépression, une période de pauvreté et de chômage qui avait touché de nombreux Américains, et le pays cherchait à se relever et retrouver sa grandeur passée. Mais en même temps, certains groupes religieux et conservateurs estimaient que le cinéma représentait un danger énorme pour la société, et que c'était une menace pour la moralité et la décence publique. Et c'est plutôt vrai, pour ceux qui ont vu Babylone, vous savez de quoi je parle, mais dans les années 30, les films étaient quand même assez osés avec des scènes de sexe, de violence et de drogue. Par exemple, le film Babyface a fait un énorme scandale à sa sortie, puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui utilise sa beauté pour gravir les échelons sociaux. C'était un film qui était jugé comme immoral à l'époque, puisque le personnage de Lily, qui est interprété par Barbara Stanwyck, on le présente comme une femme indépendante, mais surtout sans scrupules, qui utilise son corps pour obtenir ce qu'elle veut. Le film a été censuré dans plusieurs grandes villes aux États-Unis, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être un énorme carton. Lily, le personnage de Barbara Stanwyck, se rend dans le bureau d'un homme d'affaires pour lui demander de l'aide pour son ascension sociale. Et le souci à l'époque pour les Américains, c'est qu'elle le séduit en le faisant boire et en le caressant, avant de lui voler de l'argent. Cette scène, elle a été jugée comme très audacieuse et provocante à l'époque, et on peut le comprendre, mais ça a surtout contribué à la réputation de Babyface comme un film très audacieux pour l'époque. Mais on a aussi le film Scarface, alors pas celui avec Al Pacino, parce que celui-là c'est encore un autre niveau de violence. Non, là je vous parle du film Scarface de 1932. Dans ce film, on raconte l'histoire d'un gangster cubain qui monte en puissance dans le monde du crime de Chicago. Le personnage principal est présenté comme un homme charismatique et séduisant, et lui aussi il est prêt à tout pour réussir, mais a priori il a pas le même succès physique que Barbara Stanwyck, du coup lui il va plutôt trahir ses amis et tuer ses ennemis. Chacun son truc, on juge pas. Le souci du cinéma de l'époque, et en vrai c'est encore un peu le cas aujourd'hui, c'est que les gangsters, les méchants sont souvent représentés comme des héros. Et ça évidemment, ça choquait les groupes conservateurs qui prônaient eux des valeurs plus traditionnelles et puritaines. À cette époque, on considérait les films comme des divertissements immoraux qui corrompaient les jeunes. Les films étaient jugés comme trop violents, ou trop vulgaires, ou trop sexuellement explicites même. Je sais pas ce qu'ils diraient en voyant les films de Gaspard Noé aujourd'hui. Du coup, les groupes religieux et conservateurs de l'époque ont demandé à ce que les films soient réglementés pour respecter les valeurs de l'époque. Alors aujourd'hui, ça peut paraître honteux et très grave de faire ça, mais en fait ce truc-là, on l'a toujours fait. Je pense par exemple aux comics qui ont été dans les années 70, je crois, censurés à leur tour parce qu'ils étaient trop violents et qu'on les accusait de pervertir la jeunesse. On a fait en sorte que les jeunes ne puissent plus du tout lire de comics, en les accusant notamment de créer de l'asthme chez les enfants. Et on rigole, mais récemment, avec les jeux vidéo, c'est aussi ce qui s'est passé. On accuse les jeux vidéo d'être trop violents, trop vulgaires, et de pervertir les jeunes. Le schéma se répète en fait. Et je me demande si on sera pareil avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on va trouver indécent? Waouh, la téléportation, ça pervertit la jeunesse. Enfin bref, on attendait des films qui véhiculent des messages positifs et édifiants en valorisant la famille, le travail, la sobriété et la droiture. Les films ne devaient pas montrer de situations immorales comme le sexe hors mariage, la nudité, la profanation religieuse ou même l'utilisation de drogue. Les criminels devaient être punis à la fin du film pour montrer que le crime ne paye pas. Et ces valeurs morales étaient souvent associées aux valeurs de l'époque et aux visions traditionnalistes qu'il y avait à ce moment-là. Bien sûr, ces valeurs n'étaient pas universelles, c'était simplement le reflet des pensées de l'époque, enfin plutôt des conservateurs. Et c'est là qu'entre en jeu quelqu'un qui décidera de contrôler tous les films qui sortiront alors. C'est dans ce contexte qu'est né le code ICE. Mais c'est qui ICE? Eh bien ICE, c'était le président de l'Association américaine de l'industrie cinématographique. C'était le boss final du cinéma.
Il s'est retrouvé à la tête d'une industrie qui était de plus en plus critiquée pour sa morale douteuse. Du coup, Ice a décidé de prendre les choses en main et de réglementer tout ça pour décider de ce qui pouvait ou non être montré au cinéma. Il a donc créé ce code de production cinématographique qui est un ensemble de règles et de principes éthiques qui régissent la production de films. C'est grosso modo un guide pour aider les réalisateurs, producteurs et scénaristes à créer des films qui respectent la norme de l'époque. Pour répondre à toutes les craintes citées précédemment, Will a créé ce code que les studios devaient respecter pour pouvoir sortir leurs films. Et les règles étaient tellement strictes que même les couples à l'écran ne pouvaient pas s'embrasser pendant plus de 3 secondes. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu long. Et Will avait des idées très arrêtées sur ce qui était bon ou pas à l'époque. D'ailleurs, avant d'être le grand patron à Hollywood, c'était le chef du parti républicain. Et il faut dire que déjà à l'époque, les films étaient très critiqués parce qu'ils étaient vus comme beaucoup trop subversifs. Ça y est, le code Ice est en place et les studios doivent prendre en main toutes les règles qui ont été écrites dans ce livre. Les studios de cinéma doivent maintenant suivre des règles très strictes pour ne pas choquer le public de l'époque. Pas de sexe. Les scènes d'amour sont autorisées, mais pas question de montrer des baisers trop passionnés. On n'a quand même pas envie que les gens aient des idées malsaines en sortant du cinéma, alors les relations sexuelles hors mariage, c'est interdit. Les cinéastes ont quand même dû utiliser des tactiques pour suggérer l'intimité entre les personnages, sans montrer explicitement de relations sexuelles. Dans le film Le Grand Sommeil de 1946, la scène où Lauren Bacall allume une cigarette pour Humphrey Bogart est devenue très célèbre pour suggérer une relation sexuelle sans la montrer. Et je trouve ça fou de se dire qu'une image qu'on pouvait avoir autour de la cigarette et de la femme il y a quelques années encore, ça venait en fait de là. Pas de violence gratuite. Les fusillades et les bagarres, d'accord, mais il faut pas que ça soit trop gore. Et surtout, on veut pas que les méchants soient des héros, sinon les gens vont se mettre à aimer les criminels. Alors non merci. Pas de langage vulgaire. On veut pas entendre de gros mots au cinéma, c'est un lieu respectable, alors les insultes ça doit être modéré et poli. Putain de merde, je viens de faire réparer mes freins et ces fils de pute, ils me l'ont mis bien profond, ils m'ont vraiment baisé. Pas de nudité. On peut montrer des gens en maillot de bain, mais il faut pas que ça devienne trop sexy. Et surtout, pas question de montrer des parties intimes, on veut pas choquer les gens. Ouh là là, c'est la décadence. Pas de blasphème non plus, on veut pas que les gens se mettent à insulter Dieu en sortant du cinéma, donc pas de discours contre la religion, ni de représentation négative des prêtres ou des religieux. Voilà les grandes lignes du code Ice. Donc pas facile de faire un film qui respecte tout ça, et du coup certains réalisateurs ont essayé de contourner un petit peu les règles, et parfois ça a donné lieu à des grandes scènes. Par exemple, dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock, il y a une scène où le personnage de Marion Crane est poignardé sous la douche. C'est une scène iconique, quasiment tout le monde la connaît, mais la violence elle est suggérée, à travers la musique par exemple. Les coups de couteau on les entend, mais ils sont pas montrés directement à l'écran. Et cette scène, malgré le fait qu'elle respecte parfaitement le code Ice, elle a été quand même beaucoup controversée à l'époque, parce qu'on l'a jugée trop violente. Enfin, dans le film L'homme qui tua Liberty Valance, de John Ford, on a une scène où le personnage de Tom Doniphan se bat contre Liberty Valance. Encore une fois, la violence elle est suggérée hors champ, on entend les coups de feu et les cris des personnages, mais on ne voit rien, ni coup de feu, ni impact de balle. Donc voilà, certains réalisateurs ont quand même réussi à trouver quelques parades pour raconter leurs histoires tout en contournant le code. Et ça bien sûr, ça rappelle l'exemple des Fables de La Fontaine, qui critiquaient par exemple le régime en place tout en faisant des histoires pour enfants. Mais déjà je vous ai même pas expliqué en quoi ça consistait exactement la censure. Ça peut paraître évident pour certains, mais autant qu'on parte tous sur la même base. En gros, la censure, c'est la pratique de supprimer ou de restreindre l'accès à certaines informations, idées ou œuvres d'art considérées comme offensantes, obscènes ou dangereuses. Et c'est pas une pratique nouvelle, elle a été utilisée dans plein d'arts ou d'époques tout au long de l'histoire. Les Misérables de Victor Hugo, qui est un énorme classique aujourd'hui, il a été publié en 1862 et a été censuré par le gouvernement français de l'époque parce que ça critiquait trop la société et l'église. Toujours en littérature, on a aussi l'exemple du livre Le Procès de Franz Kafka. Le livre avait été censuré par les autorités nazies en Allemagne à cause de son sujet subversif, et ça s'arrête pas du tout à la lecture puisque même dans la musique on a eu des cas de censure, et ça même avec des exemples assez récents, comme par exemple God Save the Queen des Sex Pistols, chanson qui est sortie en 1977 et qui a été censurée par la BBC en raison de ses paroles qui critiquaient la monarchie britannique et appelaient à la révolution. Cette chanson elle est rapidement devenue un symbole de la jeunesse rebelle, et est beaucoup considérée comme une des chansons les plus importantes de l'histoire du rock. Et encore plus surprenant, Imagine de John Lennon, qui est sorti en 1971, elle a aussi été censurée par plusieurs stations de radio aux États-Unis parce que les paroles appelaient à l'abolition des frontières, des religions et de la propriété privée.
Et l'art visuel non plus a pas échappé à cette censure. Le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet a été interdit pendant plusieurs décennies de pas mal de musées à cause de ce qu'il représente. Je vous laisse faire une recherche sur internet si vous connaissez pas ce tableau, parce que YouTube va me strike sinon. Comme quoi, la censure, ça touche vraiment tout. Et enfin, dans le monde du cinéma, ça veut dire que certaines scènes peuvent être modifiées, voire même coupées pour correspondre aux normes du code. Ce code, qui a été adopté en 1930, c'est le principal outil de régulation et instrument de censure pour l'industrie du cinéma américain. Du coup, les réalisateurs, scénaristes et producteurs qui voulaient que leurs films soient distribués étaient obligés de faire très attention à ce qu'on pouvait voir ou entendre à l'écran. Du coup, il y a eu un code de classification qui a été créé. On avait d'un côté les films code ICE et d'un autre côté, les autres films. C'était un code très strict, mais les studios ont quand même rapidement compris que c'était dans leur intérêt de s'auto-censurer pour pouvoir être distribués et éviter des pertes financières immenses. Ce qui peut clairement se comprendre. Du coup, les studios ont dû faire preuve d'imagination énorme. Alors on évite les images et les dialogues trop controversés pour être sûr que les films passent l'approbation des censeurs. Du coup, on évitait les scènes de violence, voire on les supprimait, et aussi et surtout, on faisait en sorte de choisir très soigneusement les habits des comédiens, enfin surtout des comédiennes, pour éviter que ça soit trop moulant ou provocateur. Mais l'autocensure n'était pas limitée aux images, puisque les dialogues et scénarios étaient également soumis à un examen minutieux. Donc les scénaristes ont été forcés d'écrire des histoires qui correspondaient aux règles du code, même si ça limitait énormément leur créativité. Donc on modifiait soigneusement les dialogues pour éviter les sujets controversés et les insultes. Mais cette autocensure, elle n'a pas eu que du mauvais, puisqu'elle a aussi inspiré pas mal de scènes et de films iconiques. Le célèbre film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud, a été considéré comme un chef-d'œuvre de l'évasion du code, parce qu'il a réussi à traiter des thèmes comme la sexualité, le travestissement et la criminalité, tout en respectant le code. Et ce film, c'est une pépite. Il aborde des thèmes super intéressants et qui sont encore vachement d'actualité aujourd'hui. En fait, cette autocensure, elle a créé globalement une uniformité dans les films qui pouvaient sortir aux États-Unis. Les films étaient souvent tout le temps les mêmes, et du coup c'était un peu chiant. Ça avait un impact significatif sur la qualité artistique et le contenu des films. Alors que les années passaient, le code ICE commençait à perdre en popularité. Les critiques venaient de tous les horizons. Les cinéastes qui se sentaient étouffés par les restrictions, les activistes qui se battaient pour la liberté d'expression, et même le public qui était fatigué des films mièvres et conformistes. Ça, de nos jours, on le voit encore, par exemple avec les films Marvel ou Disney. Mais je veux parler de Marvel en particulier parce qu'on accuse beaucoup ces films d'être trop soft, et pourtant dites-vous qu'à l'époque, ils passeraient même pas l'épreuve du code ICE, c'est beaucoup trop violent. Pendant ce temps, les films européens faisaient sensation avec leur audace et leur réalisme brut, en particulier du côté de la nouvelle vague en France. Alors les cinéastes américains se sont sentis dépassés et confinés dans un système de censure qui leur permettait même pas de rivaliser avec les homologues étrangers. Le code de production cinématographique a également été critiqué pour sa rigidité morale. Les interdictions de la représentation du tabac, de l'alcool ou de la drogue ont été jugées comme irréalistes ou même hypocrites, et déconnectées de la réalité. Et le souci, c'est que les réalisateurs étaient obligés de censurer leurs films pour plaire aux censeurs et non pas au public. Et ça, c'est très embêtant. Mais ce code représentait les valeurs qui étaient défendues à l'époque par les groupes religieux et conservateurs, et bizarrement, il a été accusé de racisme. La diversité culturelle n'était pas vraiment respectée non plus, puisqu'on la représentait rarement à l'écran, et même les studios de cinéma commençaient à en avoir ras-le-bol de ce code. Du coup, ils ont commencé à se tourner vers des films de plus en plus subversifs pour attirer un nouveau public et se raccrocher un peu au train de la nouvelle vague. Alors que les années 60 approchaient, les choses ont commencé à changer aux États-Unis. Les gens se rebellent contre les valeurs conservatrices qui ont dominé la culture depuis les années 50. La jeunesse est en quête de liberté et de nouvelles expériences. Les mouvements pour les droits civils et la libération des femmes gagnent en force. Le code ICE n'est plus du tout en phase avec son époque. Le code ICE n'avait tout simplement plus de sens dans ce monde. Les cinéastes et les producteurs ont commencé à se rebeller contre ce code, et bien sûr, du coup, il y avait la question de l'argent. Les films qui sortaient un peu des sentiers battus rapportaient beaucoup plus au box-office que les films tout plats qui respectaient le code ICE. 1968, le code ICE est abandonné, et il est remplacé par le système de classification actuel du MPAA. Plutôt que de soumettre les films à des restrictions très claires, on a un système de classification, on autorise ces films, mais on dit attention, dans ce film, il y a de la drogue, attention, dans ce film, il y a de la violence, on le déconseille aux moins de 12 ans, etc. etc. Et ça permettait une plus grande liberté d'expression. La fin du code ICE a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma américain, libérant la créativité et ouvrant la voie à de nouveaux horizons artistiques.
Bon, aujourd'hui la censure continue d'exister, mais elle est quand même 1000 fois moins imposante. Mais c'est important de bien garder ça en tête parce que la censure, c'est grave. Ça veut pas dire que le système de classification est parfait, évidemment. Il y a encore des gens qui disent que c'est trop restrictif, d'autres qui disent que ça l'est pas assez, au contraire. Et en plus de ça, les classifications, elles sont vachement influencées par des facteurs politiques et commerciaux. Donc bon, ça a le mérite d'exister, au moins ça empêche pas la créativité. Maintenant voilà, vous êtes au courant de ce qu'il en est. Bon, petit débrief. Le code ICE, il a eu un impact énorme sur le cinéma américain, ça c'est clair. Ça a influencé la manière dont les films étaient produits, réalisés et distribués, et ça a créé une énorme uniformisation dans le cinéma américain. Bon voilà, il y a tout ce débat autour de la censure, comme je vous disais. Est-ce que la censure est légitime pour protéger les valeurs et la morale? Est-ce qu'au contraire ça devient pas un outil de contrôle et de restriction de la pensée et de la créativité? On peut en parler. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un débat qui est éternel et qui mettra jamais personne d'accord, mais c'est un débat qui doit exister, parce que la liberté d'expression, c'est très important. Et le fait que les films soient maintenant classés selon un système d'âge, je trouve que c'est une bonne chose, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça soulève quand même des questions sur la pertinence de l'âge. Tous les enfants de 12 ans n'ont pas la même sensibilité, connaissez bien les enfants de votre entourage pour savoir les guider, et leur montrez pas n'importe quoi sur internet, évidemment. En tout cas, la création du code ICE a au moins eu pour elle de protéger au moins un minimum certaines valeurs qui peuvent être bonnes, mais bon, ça a aussi énormément limité la créativité des réalisateurs à l'époque. Quoi qu'il en soit, on peut en apprendre beaucoup sur cette histoire, et je suis quand même bien content que ça n'existe plus, parce qu'on n'aurait pas eu des films comme Le Joker, ou encore Babylone même. Et si le sujet de la censure vous intéresse, encore une fois, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur comment Staline a essayé d'assassiner John Wayne.